Bretagne 5, l'invité de la matinale, avec la boulangerie-pâtisserie d'Élise des Anges à Pommerais. Et ce mardi, nous recevons Matteo Lorguillot. Il est colistier sur la liste Nous la Bretagne dans les Côtes-d'Armor pour les régionales. Et il est venu jusqu'au studio de la matinale. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour. Alors, Matteo Lorguillot, vous êtes jeune engagé en politique. Vous avez choisi la majorité présidentielle. Vous êtes aussi étudiant en droit. La question que je vous poserai, c'est pourquoi s'engager si jeune? Est-ce que c'est une envie? Est-ce que vous avez été éveillé tôt à la chose politique? Je pense que déjà, il n'y a pas d'âge pour s'engager. Moi, mon intérêt pour la chose politique, il a commencé assez jeune. Quand j'étais petit, j'allais régulièrement chez mon oncle qui était maire d'une petite commune. Et après, ça a continué. Je suis devenu délégué de classe, membre du conseil d'administration de mon collège, de mon lycée. J'étais président d'une association de lycéens. Et en 2016, j'ai rejoint le Conseil régional des jeunes. Donc là, c'était un pas supplémentaire. C'était une expérience très enrichissante où j'ai pu rencontrer des élus, découvrir le véritable fonctionnement du Conseil régional. C'est quelque chose que je savais que ça existait, mais je ne savais pas vraiment à quoi ça servait. C'était vraiment très, très instructif. Donc m'engager pour les régionales, c'est la suite logique de mon engagement. Voilà, donc engagement politique, engagement, je le disais, auprès de la majorité présidentielle. Pourquoi avoir choisi plus la majorité présidentielle qu'une autre sensibilité politique? J'ai rejoint Thierry Burlot pour le rassemblement qu'il proposait et le fait que le rassemblement se fasse dès le premier tour et pas au second tour, une fois qu'il y a déjà eu les résultats du premier tour. On est une liste composée de plusieurs partis et c'est ça qui m'intéressait. Pour m'engager, pas être juste encarté au nom d'un seul parti. Voilà, donc réunir et jouer la carte de l'ouverture finalement. Oui, c'est ça, avec une liste ouverte qui rassemble du centre-gauche au centre-droit. Alors aujourd'hui, on est dans une France fracturée avec cette crise sanitaire dont on commence à voir un petit peu l'issue, en tout cas on l'espère, une France fragilisée aussi. Est-ce que les régions vont devoir peser beaucoup et beaucoup plus aujourd'hui dans la cohésion de cette France fracturée? Est-ce que, en un mot, il va falloir que les régions soient un petit peu à la manœuvre? Oui, elles ont vraiment un rôle à jouer, un rôle de proximité. Les gens sont attachés à leur région et particulièrement en Bretagne. Donc je pense que le Conseil régional a vraiment un rôle à jouer dans ce sens-là pour rapprocher les gens et lutter contre toutes les formes d'isolement dans la société. Alors, on va parler de ces régionales, on va parler aussi de politique, parce que Thierry Burlot s'est déclaré à cette élection régionale. Il y a une forme de, j'allais dire un peu de scission à la tête de la région, puisque Loïc Chenet-Girard est parti, lui, de son côté, sous la bannière PS et des forces de gauche. Est-ce que vous avez regretté que, finalement, il n'y ait pas une forme d'entente entre les deux personnages, allais-je dire? Est-ce que vous ne craignez pas, finalement, que ça fracture un petit peu plus encore le paysage politique breton? Oui, bien sûr, j'aurais préféré qu'ils restent ensemble. Quand j'ai rejoint le Conseil régional des jeunes, la majorité était unie. Et donc j'ai trouvé dommage le fait qu'ils se séparent, mais c'est des projets qui sont maintenant différents et je pense qu'il faut plus se tourner vers la suite que regarder le passé et voir ce que chacun propose et aller vers le projet qui me semblait le plus intéressant. C'est pour ça que j'ai rejoint la liste de Thierry Burlot. Alors, le projet de Nous la Bretagne, c'est un projet fédérateur finalement, avec des grands dossiers, des grands enjeux. Alors, je vais pas faire de jeunisme, mais justement, les jeunes sont concernés par ces grands enjeux de la Bretagne. Oui, notamment sur les transports, il y a une proposition que je trouve très intéressante, c'est le fait que la région s'associe avec les métropoles et les départements pour permettre aux jeunes notamment de pouvoir se déplacer plus facilement, parce que si on prend l'exemple d'un jeune costarmoricain qui étudie à Rennes, s'il doit rentrer, il doit prendre un ticket de bus à Rennes, un billet de train pour aller de Rennes à Saint-Brieuc et après un ticket de tube pour rentrer chez lui. Et c'est vraiment quelque chose qui est compliqué. Donc il y a une proposition phare qui consiste à faire un voyage, un ticket,
pour pouvoir se déplacer beaucoup plus simplement et pour diminuer les coûts, parce que ça peut vite revenir cher de rentrer chaque week-end comme ça avec un ticket de bus à 1,50 €, un billet à 8 € et un second ticket de bus à 1,50 €. Voilà, puis ça permet aussi de simplifier finalement aussi la problématique justement de ces tickets à répétition dans les transports. Matteo Lorguillo, il y a aussi, outre ces enjeux de transport, ces enjeux de territoire aujourd'hui. On a des jeunes qui sont dans les territoires, alors en Centre-Bretagne, on va prendre un peu le terme générique, qui sont dans des territoires qui ne sont pas forcément toujours desservis par la fibre ou qui n'ont pas toutes les infrastructures. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est aussi de garder les jeunes en Bretagne. Est-ce que là, il y a un véritable travail aussi à faire ? Oui, il y a un véritable travail à faire sur le logement notamment. Il y a des territoires où ça va vraiment devenir compliqué de se loger. Donc ce qu'on propose, c'est d'accompagner les jeunes pour qu'ils puissent se loger à 10 km de leur lieu de formation ou de leur lieu de travail, pour vraiment simplifier leur vie et leur éviter qu'ils partent, vu que la Bretagne a une population qui est vieillissante. Et on ne peut pas se permettre de perdre les jeunes et de les laisser partir ailleurs. Donc il faut vraiment les accompagner en leur permettant de vivre près de leur lieu de travail ou de formation. Voilà, sur le territoire. Alors l'enjeu il est aussi économique. La Bretagne a été frappée, comme les autres régions, peut-être d'une manière un peu moins marquée par cette crise économique qui découle finalement de la crise sanitaire. Comment faire aujourd'hui pour revitaliser le territoire breton qui est dynamique mais qui a forcément perdu quelques plumes dans la bataille? Le territoire breton est marqué par l'engagement associatif avec de nombreuses associations qui existent, et il faut les accompagner, ces associations qui ont beaucoup souffert de la crise, en augmentant par exemple les subventions qu'elles peuvent avoir, en leur mettant tout ce qu'elles ont besoin à disposition, pour qu'ils continuent de faire vivre nos territoires. Est-ce qu'il faut aussi diversifier? On sait que la Bretagne est une terre agricole. On sait que dans l'équipe de Nous la Bretagne, il y a plusieurs têtes de liste, d'ailleurs, ici même dans les Côtes-d'Armor, qui sont très attachées à l'agriculture. Est-ce qu'on va devoir continuer avec ce modèle agricole et le faire évoluer, mais aussi y adjoindre par exemple des entreprises de pointe ou des entreprises qui sont dans d'autres domaines que celui de l'agriculture, pour aussi diversifier, pour permettre aussi aux jeunes de rejoindre ces entreprises par exemple technologiques? Concernant le modèle de l'agriculture, oui, il doit évoluer pour accompagner les transitions, et le modèle actuel n'est pas satisfaisant, mais cette évolution doit se faire avec les agriculteurs et pas contre eux, en leur imposant un nouveau modèle. Il faut vraiment les accompagner et les écouter, et beaucoup cherchent à le faire et ont besoin de cet accompagnement. Alors justement, les jeunes agriculteurs aussi sont très technophiles aujourd'hui et commencent à faire évoluer la profession. Est-ce qu'on peut arriver quand même à faire dialoguer l'agriculture bio, par exemple, et l'agriculture dite conventionnelle? Oui, je pense qu'il doit y avoir un dialogue qui est fait. Les deux sont complémentaires. Il faut pouvoir nourrir toute la population et répondre aux besoins de chacun. Ce qu'on propose, c'est un objectif d'ici 2030 d'arriver à 25% de terres exploitées en bio. Et ça ne doit pas se faire ça doit vraiment se faire en accompagnant tous les agriculteurs qui souhaitent passer à ça. Oui, donner du temps et accompagner financièrement et former pour que les agriculteurs comprennent bien les enjeux et comment faire pour effectuer ces transformations. Et sur les entreprises donc à forte valeur technologique, là aussi, il faut les faire venir en Bretagne pour apporter aussi du sang neuf? Oui, il y en a déjà à Lannion, on parle beaucoup de Nokia, mais il y a d'autres entreprises dans le secteur qui ont besoin de cerveau, et les jeunes sont très intéressés par ça, par ces secteurs qui recrutent. Donc il faut vraiment continuer dans cette dynamique et permettre à ces entreprises de venir s'installer en Bretagne, qui peuvent offrir un cadre de vie très agréable à leurs employés. Alors, Loïc Chenet-Girard, de son côté, plaide pour un laboratoire breton. On a parlé de laboratoire de déconfinement, et plus largement un laboratoire breton avec plusieurs expériences. Alors, on parle aussi d'expériences de territoire. On a aujourd'hui cette question qui revient régulièrement sur le devant de l'actualité de la réunification de la Bretagne, le retour de Nantes en Bretagne. Comment se situe, nous, la Bretagne, sur cette réunification ? La Bretagne plaide pour donner la parole aux habitants de Loire-Atlantique, pour qu'ils se prononcent, et après aux habitants de Bretagne, de la Bretagne administrative.
Et on plaide également pour la constitution d'une assemblée de Bretagne qui réunirait les départements et le conseil régional pour donner un peu plus de sens et permettre une meilleure compréhension du fonctionnement administratif aux Bretons. On ne sait pas vraiment à quoi correspond le conseil départemental et quelles sont ses compétences. Pareil pour le conseil régional. Et ce millefeuille administratif participe un peu à la défiance du monde politique. On voit ça comme des institutions qui coûtent très cher sans forcément d'intérêt. Donc là, faire quelque chose d'unique, dont les personnes comprennent le fonctionnement pour lutter contre l'abstention qui va être un fléau aux prochaines élections. Alors j'allais y venir à cette abstention. Là on revient sur la chose politique, hein, si vous me permettez. Cette abstention, elle profite aussi, il faut bien le reconnaître, aux extrêmes et particulièrement au Rassemblement national. Est-ce que j'ai déjà posé la question à plusieurs intervenants ici dans la matinale. Est-ce que c'est de nature à vous inquiéter ce Rassemblement national qui gagne du terrain ici en Bretagne? Alors c'est pas forcément sa terre d'élection. Oui, bien sûr, c'est inquiétant et je pense qu'il y a une remise en cause qui doit être faite par les partis dits traditionnels qui ont quand même leur grande part de responsabilité avec des territoires qui ont été un peu délaissés. Donc avec nous, la Bretagne, il y a une expression qu'utilise souvent Thierry Burlot, c'est de ne pas arroser là où ça pousse tout seul. Donc vraiment accompagner les territoires qui sont un peu plus éloignés et ne pas continuer d'arroser les métropoles qui fonctionnent très bien toutes seules. Voilà, faut un rééquilibre du territoire finalement entre métropole et territoires ruraux ou en tout cas villes moyennes. Oui, tout à fait. Il y a trop de personnes qui se sentent délaissées et ça, c'est une véritable problématique à laquelle il faut agir pour que tout le monde se sente intégré et je pense que c'est ça qui permettra de lutter contre le Front National. Alors il y a aussi la question de la langue, on l'a vu dans l'actualité de ces derniers jours avec cette loi Molac qui a été amendée d'ailleurs par des députés de la majorité présidentielle, hein, 60 députés qui ont saisi le Conseil constitutionnel qui lui-même a retoqué 2 articles de cette loi Molac sur les langues. Est-ce que ça vous a embêté que ça arrive dans cette séquence finalement électorale? Est-ce qu'en un mot, ça risque de desservir la liste Nous la Bretagne, donc qui est quand même apparentée majorité présidentielle? Pour commencer, je tiens déjà à rappeler que cette loi a été adoptée grâce à la majorité présidentielle, sans qui elle n'aurait pas pu voir le jour. Donc il y a eu un vrai travail qui a été fait par les députés bretons pour que cette loi soit adoptée. Donc il y a eu une saisine du Conseil constitutionnel qui a rendu une décision et qui a censuré effectivement 2 articles. Mais je trouve que la réaction qui est faite autour de cette censure est vraiment très politique. Elle aurait été très différente si elle avait eu lieu en 2018. On a quelques semaines des régionales, à 1 an de la présidentielle, et il y a vraiment une récupération politique qui est faite autour de cette censure pour critiquer le gouvernement, pour critiquer la majorité présidentielle et pour faire du tort à nous la Bretagne. Mmh. Et cette loi permet quand même de nombreuses avancées. Le forfait scolaire n'a pas été retoqué par le Conseil constitutionnel. Et il y a aussi beaucoup de choses qui ont été permises grâce à cette loi. Et on se concentre sur les 2 dispositions qui ont été censurées et qui n'auront pas un impact énorme parce que l'enseignement immersif va pouvoir continuer globalement à peu près sous cette forme. Donc je trouve ça dommage que ça soit autant politisé. Mais bon, c'est le jeu. Alors justement, Matteo Lorguillot, il y a cette politisation de la campagne régionale avec effectivement en ligne de mire la présidentielle et les législatives, hein, dans la foulée. Est-ce que vous ne craignez pas aussi que la politique du président de la République soit un petit peu jugé à travers ces régionales et qu'il y a un refus ou en tout cas un rejet de la politique du gouvernement et de la politique d'Emmanuel Macron? Je crois pas vraiment parce que les Français ont conscience de tout ce qui a été fait par le gouvernement pour les accompagner dans cette crise, avec toutes les mesures de chômage partiel, tout le plan de relance qui a été mis en place. C'est quand même des mesures considérables qui ont été mises en place. Et je trouve ça dommage de nationaliser le scrutin régional qui concerne vraiment juste chaque région. Il faut vraiment permettre aux habitants de la région de s'exprimer sur un projet régional et non pas sur un projet national. Les élections régionales, c'est pas le premier tour de l'élection présidentielle qui arrive l'année prochaine, ni des élections législatives. Donc il faut
rester sur un projet régional et se concentrer là-dessus. Alors, projet régional qui inclut aussi, et là ça s'adresse aussi à vous, la jeune génération politique, l'environnement, on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est un véritable problème avec le réchauffement climatique. Est-ce que à l'échelle régionale, alors, on va pouvoir détailler les propositions que vous avez dans la liste Nous la Bretagne, mais est-ce que justement à l'échelle régionale, on peut peser, même à travers la France, à travers l'Europe et le monde, est-ce qu'à l'échelle régionale, on peut peser par rapport à ce réchauffement climatique et aux décisions à prendre en termes d'environnement et de transition également énergétique, par exemple? Oui, je pense que la Bretagne doit être un laboratoire pour la transition écologique avec l'agriculture, les énergies renouvelables. On a quand même beaucoup d'atouts qui doivent permettre d'effectuer cette transition correctement avec l'hydrolien en mer, le vent avec les éoliennes. Et c'est vraiment ça qui doit permettre d'en faire un véritable laboratoire pour augmenter la production d'énergie verte et accompagner tous les Bretons dans cette transition avec l'isolation dans les logements, dans les bâtiments publics, dans les lycées notamment, qui est une compétence de la région, et je pense qu'il faut accélérer là-dessus, permettre une meilleure isolation des lycées. Dans mon lycée qui n'était pas très bien isolé, beaucoup de pertes de chaleur, et je trouvais ça dommage. Il y a des travaux qui ont commencé, il faut aller encore plus vite et encore plus loin pour éviter que tous les bâtiments de la région, les bâtiments publics, et même les logements individuels soient des passoires thermiques, et toute cette énergie économisée ça sera déjà beaucoup. On parle d'énergie, on parle aussi de précarité énergétique en termes de production d'énergie. Ici en Bretagne, on a un déficit. On sait que chaque hiver, eh bien, on frôle un peu le blackout. Il n'y a pas de centrale atomique en Bretagne, il n'y a pas de centrale à charbon. L'énergie verte, c'est un atout aussi pour la production d'énergie, pour aussi la valeur économique de cette énergie par rapport à la Bretagne. Oui, tout à fait. Ça va entraîner des créations d'emplois pour la mise en place de toutes ces formes de nouvelles productions d'énergie, et ça va permettre d'éviter d'être trop dépendant des autres régions et vraiment de pouvoir être gagné en autonomie énergétique. Voilà, l'autonomie énergétique, c'est un petit peu le Graal aujourd'hui dans toutes les régions et en Bretagne en particulier. On parle aussi beaucoup à travers cette crise sanitaire qui nous frappe toujours et encore de la précarité. Alors on a vu cette précarité à travers les étudiants, ces images de files d'attente pour aller chercher auprès des banques alimentaires par exemple, ou des associations de quoi manger ou simplement aussi de quoi se loger, parce qu'il y a ce problème-là. Est-ce que cette crise va aussi amener à une réflexion, même dans notre région, et là ça rentre dans la campagne électorale, autour de la jeune génération qui a été un petit peu sacrifiée quand même sur l'autel de la crise? Oui, il y a une prise de conscience que les jeunes ont beaucoup souffert avec les cours à distance et la fermeture de tous ces lieux. Il y a beaucoup de mesures qui ont été prises par le gouvernement pour les accompagner, avec les repas à 1 euro dans les restaurants Crous, toutes des primes qui ont été, des bourses qui sont ouvertes aux étudiants les plus en difficulté, les chèques psy, et je pense qu'il faut aller encore plus loin pour accompagner les jeunes, et je pense que c'est vraiment là du cas par cas, parce que chaque jeune vit une situation différente, donc les jeunes qui en ont besoin doivent pouvoir être accompagnés comme il se doit pour traverser cette période qui, j'espère, se termine, et que la rentrée prochaine pourra se faire dans des conditions normales. Alors justement, on va se projeter un petit peu à la rentrée. Aujourd'hui, on parle beaucoup de cette rentrée politique évidemment, rentrée sociale, rentrée économique, et aussi rentrée qui s'annonce quand même du point de vue social assez agité, on le dit à chaque fois, il y a beaucoup de demandes. Est-ce que vous ressentez, vous, à travers les rencontres que vous pouvez faire dans ce Trobraise avec ce bus jaune, le fameux bus jaune de Thierry Burlot, il est devenu célèbre à travers la Bretagne, est-ce que vous sentez une tension de la part des gens que vous rencontrez, beaucoup de demandes, beaucoup de désespérance aussi? Des attentes, oui, des tensions, non, et de la désespérance, non. Je pense qu'il faut continuer d'accompagner les personnes qui ont beaucoup de projets, qui ont envie que ça se concrétise, et qui parfois sont bloquées à cause de formalités administratives, de blocages au niveau de toute forme de niveau. Et je pense que c'est là que la région doit véritablement avoir un rôle à jouer pour les accompagner et permettre à toutes les personnes qui ont des projets. Il y a plein de solutions qui sont trouvées, et c'est avec ça qu'on doit accompagner le social, et permettre à tout le monde de trouver sa voie.
Alors, il y a également en Bretagne des sujets. Vous parliez tout à l'heure de l'Assemblée de Bretagne. On a évoqué aussi le retour de Nantes en Bretagne. Et puis, il y a le sujet de l'autonomie de la Bretagne. Alors, quand je dis autonomie, je mets bien des guillemets. On ne va pas construire un mur, hein, on est bien d'accord. Mais d'une forme d'autonomie administrative de la Bretagne, de simplification administrative. Et est-ce que ça devient urgent, alors pour la Bretagne et plus largement pour d'autres régions, qu'on simplifie, que finalement le grand public s'y retrouve, que ce soit en termes de démarches administratives ou aussi en termes d'administration, savoir qui gère quoi finalement? Oui, je pense qu'il doit avoir davantage de décentralisation pour permettre aux collectivités locales d'être plus proches des citoyens qui doivent avoir un relais près de chez eux pour les accompagner dans leur démarche, hein, ça c'est sûr. Voilà, le retour du service public dans les campagnes, on en parle beaucoup, c'est quelque chose qui préoccupe. À un moment où on manque de médecins dans les campagnes, il y a beaucoup d'initiatives, par exemple, de maisons de santé qui se mettent en place. Mais alors, souvent à côté, on a perdu la poste, ou on a perdu une gare parce qu'on a fermé une ligne de chemin de fer. Est-ce que là aussi, il faudra réfléchir à une cohésion du territoire et des territoires ruraux, là encore ? Oui, tout à fait. Il y a les maisons France Service qui sont mises en place par le gouvernement dans les territoires qu'on pourrait qualifier d'isolés pour permettre aux populations d'avoir accès à l'administration près de chez elles, que l'administration vienne à elles facile, oui. pour les accompagner. Et voilà. Voilà, donc voilà, je vous posais la question en fait sur le retour finalement du service public dans les campagnes, parce que c'est important. On a perdu un petit peu cette notion de service public pour les plus anciens en particulier. Oui, il faut que tous les services publics reviennent dans les campagnes, là où il y en a besoin, et qu'il n'y ait pas des territoires qui se sentent délaissés par rapport à d'autres, et que tout le monde qu'il n'y ait pas d'un peu des Bretons de première et de seconde classe où certains n'ont accès à très peu de services publics alors que d'autres ont accès à tout, avec des bus par exemple qui passent toutes les 5 minutes ou des bus qui passent une fois par jour, quoi. Voilà, donc rééquilibrer aussi ces grands enjeux du territoire en matière de transport et de services publics. Il y a aussi une question qui s'invite dans la campagne électorale, même si elle n'est pas du ressort des régions, c'est la sécurité. Aujourd'hui, on entend beaucoup de faits divers en Bretagne comme partout ailleurs. On en lit beaucoup dans les journaux et on entend beaucoup de réactions autour de ces faits divers. Est-ce que là aussi, la région, un jour ou l'autre, devra se préoccuper alors je parle de la région Bretagne, de ces problèmes de sécurité, ou est-ce qu'il faut véritablement laisser ces problèmes à l'État ou aux polices municipales ? Je trouve qu'il y a un peu une caricature qui est faite, une récupération politique de ces faits. Donc je trouve ça un peu dommage, mais pourquoi pas, oui, on peut envisager que la région soit mieux impliquée dans les problématiques de sécurité en permettant une meilleure relation avec les préfets pour mettre en place les passages de policiers, de gendarmes, pour que tout le monde puisse se sentir en sécurité. Oui, c'est possible. Vous ne préconisez pas l'option d'une police régionale, comme ça se fait dans certaines grandes régions d'Europe, par exemple ? Je pense pas que cela soit pertinent, et je pense que ce genre de mesure est plus électoraliste qu'autre chose. Alors, la campagne électorale se déroule, élection donc les 20 et 27 juin. On parlait tout à l'heure de l'abstention. On sait que les jeunes reviennent un peu aux urnes, mais c'est timide. Qu'est-ce qu'on pourrait leur faire passer comme message pour qu'ils reviennent et ils s'approprient la chose politique et la chose électorale ? Il y a plusieurs points là-dessus. Je pense que ça doit commencer dès le plus jeune âge avec les conseils municipaux des enfants. Ça se fait parfois au niveau départemental, au niveau régional avec le conseil régional des jeunes dont j'étais membre. Et je pense que toutes ces instances permettent aux jeunes un premier engagement qui les met en relation avec la vie publique et qui les incite ensuite après à aller voter. Et je pense qu'il faut vraiment valoriser, faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'instances de ce genre, mieux valoriser aussi l'expérience de délégués, de membres des conseils de vie lycéenne ou de vie collégienne. Toutes ces formes d'engagement doivent être mieux valorisées pour qu'il y ait plus de personnes qui candidatent à ces postes et qui prennent de l'expérience grâce à ces différents mandats. Et sinon, il faut aussi une meilleure compréhension de la région, du fonctionnement des conseils régionaux, des conseils départementaux,
dans ma scolarité, on en a parlé un peu, ça doit représenter 2 heures, tous ces... Il faudrait remettre l'éducation civique, comme on l'appelait jadis, dans les cours que l'on peut avoir avec les plus jeunes, par exemple. Oui, c'est ça, leur permettre de comprendre ce que c'est concrètement, parce qu'on a une idée qu'il y a les départements, il y a les régions, mais on ne sait vraiment pas à quoi ça sert. Et je trouve ça vraiment dommage, parce que moi j'ai appris le fonctionnement du conseil régional grâce au conseil régional des jeunes, et ça m'a beaucoup intéressé. Ça m'a permis de comprendre que ça servait vraiment à quelque chose et que la région avait un véritable rôle à jouer. Et je trouve ça dommage que tout le monde ne puisse pas savoir ça et se rendre compte de cette problématique qui est un peu identique avec l'Union européenne. On sait que l'Union européenne, ça existe, mais on ne sait pas vraiment sur quel enjeu elle agit, et c'est ça qui est dommage. Alors justement, les régions d'Europe, on en parle beaucoup aujourd'hui, on parle beaucoup de fédéralisme aussi. Est-ce que c'est une bonne chose de mettre un petit peu plus d'Europe dans les régions, et en Bretagne qui est plutôt une terre assez favorable à l'Europe? Oui, je pense que c'est une solution de rapprocher encore l'Europe des territoires avec la régionalisation de la PAC, du premier et du second pilier qui serait quelque chose de très, très pertinent pour accompagner davantage les transitions et montrer que l'Europe a un rôle à jouer dans les régions et que l'Europe, c'est pas juste quelques bureaucrates à Bruxelles, mais que c'est vraiment concret dans nos territoires. Voilà, il faudrait un peu plus d'Europe sur le terrain, en un mot. Oui, c'est ça. Faire comprendre aux personnes que l'Europe agit pour eux chaque jour au quotidien. Alors, on va presque se quitter. Je regarde notre réalisateur, il nous reste une petite poignée de secondes. Comment ça se passe la campagne sur le terrain aujourd'hui? Comment, avec ces normes sanitaires que l'on connaît, même si elles s'allègent un petit peu, est-ce que c'est un petit peu plus facile d'aller au-devant des gens et de pouvoir discuter? C'est assez compliqué avec les normes sanitaires, oui, mais il y a le Brest Tour et le bus qui est dans un département chaque jour, et ça permet vraiment d'aller au contact des gens, d'échanger avec la population, avec des élus, des chefs d'entreprise, des personnes du milieu culturel et des citoyens, et de véritablement comprendre les problématiques. Et je suis assez subjugué à chaque fois de voir les projets qu'ils proposent. Et ce qui est dommage, c'est parfois les difficultés pour mettre en place ces projets, qu'il faut lever les barrières pour permettre à tous ces projets de voir le jour. Eh bien, c'est là-dessus que l'on va se quitter, Mathéo Lorguillot. Je rappelle que vous êtes colistier sur la liste Nous la Bretagne dans les Côtes-d'Armor pour les élections régionales. Et vous étiez avec nous en direct ce matin dans les studios de la matinale, au micro de la matinale. Je vous en remercie, je vous souhaite une très belle journée. Merci, vous aussi. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.